Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres, ce lundi, l'inquiétude à l'hôpital de Morlaix alors que le service de cardiologie doit fermer dans une semaine. Un manque de médecins est à l'origine de cette décision. Les syndicats ont manifesté ce matin. À consommer avec modération, ce message de prévention sera adressé aux touristes et aux visiteurs des îles du Ponant pendant la saison estivale. 13 îles ont décidé de sensibiliser autour de l'eau, l'or bleu. Et puis la société Eolink a mis à l'eau l'un de ses prototypes d'éoliennes offshore ce vendredi. Alors comment se porte le secteur des énergies marines renouvelables dans la région? On fera le point. Et Ludovic Jean sera aussi avec nous dans cette édition. Bonjour Ludovic. Bonjour Julie. Et avec vous, on parlera de ce qui a marqué l'actualité sportive ce week-end en Bretagne. Eh bien écoutez, je n'ai que des bonnes nouvelles aujourd'hui, que ce soit en basket, en handball et même en billard avec une équipe bretonne championne d'Europe. Eh bien on vous retrouve alors dans un instant pour toutes ces bonnes nouvelles. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez votre JT Breton du lundi 23 avril 2018. Et pour ouvrir cette édition, direction Morlaix, où près de 200 personnes se sont réunies dans le hall de l'hôpital ce matin. Elles sont venues montrer leur inquiétude face à l'annonce de la suppression du service de cardiologie la semaine prochaine. Il faudrait 5 cardiologues pour faire fonctionner cette unité. Il n'y en a que 3, dont un en arrêt et 2 autres en intérim. Ces derniers devaient finir leur mission à la fin du mois. Pour les personnels, c'est l'ensemble de l'hôpital qui est menacé avec cette décision. Une aide-soignante et une infirmière ont fait part de leurs inquiétudes à Christophe Boucher. On a le service de soins intensifs de cardiologie qui nous préoccupe vraiment beaucoup. C'est une activité, en fait, on n'a pas d'autre activité entre Brest et Saint-Brieuc. Les premières minutes sont décisives sur les prises en charge. On ne peut pas se permettre de se passer d'un tel service. Il est important vraiment de maintenir cette offre de soins pour la population. À terme, un hôpital comme Morlaix qui perd son service de cardiologie, on peut se demander dans les années qui viennent quelle va être la suite en fait. Alors beaucoup de départs de médecins et dans tous les secteurs également. Il y a des médecins qui partent dans le service de médecine gériatrique, on a un urgentiste qui va partir dans quelques temps, on perd aussi des psychiatres et tous les secteurs sont touchés. Alors pourquoi cette fuite? On s'interroge. Et les élus du territoire emmenés par la maire de Morlaix, Agnès Lebrun, le sénateur Jean-Luc Fichet et la députée Sandrine Lefeur ont prévu de se rassembler ce mercredi à 11h à Morlaix pour dire leur opposition à la fermeture du service de cardiologie de l'hôpital. Une grande manifestation est également prévue ce samedi à Morlaix. Nous retrouvons maintenant notre chronique La Bretagne en 5 infos. Aujourd'hui, l'une des images, c'est le sauvetage d'un homme en train de se noyer à Ploemeur ce week-end par l'un de ses amis. Le récit de cette histoire avec Benjamin Bréon. Émouvante retrouvaille entre Didier Le Goff et son ange gardien René Treften dimanche lors d'une fête à Ploemeur dans le Morbihan. Sans lui, il se serait noyé devant la cale la semaine dernière. Surpris par la houle, Didier Le Goff est tombé à l'eau alors qu'il se préparait à une sortie en mer. Au péril de sa vie, René Treften a lutté durant 1 heure pour le ramener sur la plage avec une seule idée en tête. Que si je le perdais, je n'avais plus de vie. La dernière échéance est toute proche pour les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont jusqu'à ce lundi soir à minuit pour régulariser leurs projets agricoles ou artisanaux. Jusqu'à présent, les zadistes ont déposé une 40aine de dossiers nominatifs en préfecture. Les militants qui resteraient en situation irrégulière pourraient être expulsés dans les jours prochains. L'homme suspecté de vouloir attaquer les forces de l'ordre au Mont-Saint-Michel a été arrêté dans la soirée de dimanche. Âgé de 36 ans, il a été interpellé sur une bretelle d'autoroute à Caen et placé en garde à vue. Les policiers avaient évacué le mont durant toute la matinée de dimanche pour le retrouver. Un guide touristique avait signalé son comportement suspect et ses menaces visant les policiers et les gendarmes. Ségolène Royal a pris la température ce lundi à l'Institut polaire Paul-Émile Victor. Avant une réunion internationale en mai en Argentine, cette visite doit l'aider à consolider les arguments de la France sur la thématique des pôles. Fidèles à leur réputation, les Bretons ont profité d'un soleil estival pour faire la fête ce week-end. À Landerneau, le carnaval a fait du bruit. 30 000 personnes sont venues admirer le défilé coloré des chars dimanche. Le même jour à Morlaix, 30 000 festivaliers se remettaient de leur soirée au festival Electro Panorama. Cette 21e édition a été un bon cru, malgré un léger déficit dans les finances.
148 litres d'eau potable, voilà ce que consomme une personne par jour en France. Et si sur le continent, la consommation d'eau n'est pas limitée, même si elle ne doit pas être gaspillée, sur les îles du Ponant, l'eau est une denrée rare. Et alors que les touristes commencent à arriver, 13 de ces îles ont décidé de s'organiser pour sensibiliser les habitants et les visiteurs. Reportage sur l'île d'Ouate au large de Quiberon de Karine Chevrolier. 3 km de long sur 1,5 de large, voici l'île d'Ouate, 260 habitants à l'année. L'île est autonome pour sa production d'eau courante depuis la fin des années 60, grâce à différents forages. Une autonomie toute relative et les Ouatais le savent. On récupère l'eau des gouttières et après on arrose les jardins. Et moi j'ai toujours connu ça avec mes parents et ma mère et j'ai toujours fait comme ça. Donc récupérer l'eau, il faut récupérer l'eau. Depuis 2017, les citernes sont obligatoires, les piscines interdites et sur les parcelles de plus de 400 mètres carrés, la moitié doit rester en herbe. Des mesures inscrites au PLU de la commune et autant dire que côté consommation, on veille au grain. Il y a la surveillance par le fermier, par la SOR, qui me signale les consommations excessives. Et donc à ce moment-là, on est amené à faire une action auprès des gens en leur demandant de respecter la réserve d'eau pour l'ensemble de la population. Ça arrive aussi avec des résidences secondaires qui arrosent de superbes jardins sans se préoccuper du fait qu'ils prennent sur la ressource des autres. À eux tout seuls, ils consomment autant que 4 ou 5 maisons. Cette problématique de l'eau touche l'ensemble des îles du Ponant, encore plus en saison estivale où la population est multipliée par 10. Pour éviter la pénurie, 13 d'entre elles s'organisent et responsabilisent les usagers. Avec des supports, donc des posters, des stickers et même du matériel qu'on peut mettre sur ces équipements. Alors c'est destiné ici à tous ceux qui hébergent des touristes, mais ça peut être aussi pour les enfants, pour montrer à leurs parents aussi qu'il faut faire les gestes qui préservent la ressource. En passant quelques jours ici, ils commencent à se poser des questions, d'où vient l'eau, d'où vient l'électricité, donc on peut quand même leur faire passer des messages. Et puis je dirais, c'est aussi des économies même financières pour les loueurs, donc je pense que c'est une campagne qui sera bien relayée. La vulnérabilité hydrique des îles du Ponant est un phénomène bien réel, un message à transmettre aux plus de 2 millions de visiteurs annuels. Et nous restons sur le littoral et les objectifs fixés. 23% d'énergie renouvelable d'ici à 2020 ne sont pour l'instant pas remplis, alors que nos voisins européens sont sur une meilleure voie. Le contexte est tendu notamment pour les énergies marines renouvelables, car l'État souhaite renégocier à la baisse les prix de rachat de l'électricité produite par l'éolien offshore. Alors la Bretagne a-t-elle loupé le coche? Où en sont les projets développés dans la région? Élément de réponse avec Sophie Lecroisier. Malgré l'abandon de l'expérimentation hydrolienne sur le site de Paimpol-Bréhat et le ralentissement du projet de parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc, la filière des énergies marines renouvelables bretonnes reste dynamique. Elle doit toujours faire face aux associations anti-EMR et au contexte administratif français complexe. Cependant, le territoire est doté d'atouts indéniables pour la filière. En Bretagne, on a la chance d'avoir beaucoup de laboratoires et aussi un tissu de PME très dense qui peuvent supporter toutes les actions qu'on a autour de ces projets-là. 220 millions d'euros investis sur le polder à Brest par la région Bretagne. Un signe de soutien fort à cette filière émergente depuis presque 10 ans en Bretagne. Exemple avec l'entreprise quimpéroise Sabella et son hydrolienne D10 immergée pendant 1 an au large d'Ouessant. C'est la première à avoir produite de l'énergie sur le réseau électrique français. Elle sera à nouveau immergée cet été, pour 3 ans cette fois, suivie de près par un nouveau projet de Sabella à l'horizon 2020. L'électricité des Ouessantins est produite à partir de fioul et de groupes électrogènes. Dans l'actualité, il y a un projet qui est porté par Akuo et Sabella, qui s'appelle Phare, et qui est un projet multi-énergie qui embarque 2 hydroliennes, une éolienne et puis un parc photovoltaïque et beaucoup de stockage. On doit pouvoir arriver à faire pénétrer les énergies renouvelables à hauteur de 75 à 80% à peu près. Autre innovation bretonne, l'éolienne flottante Eolink. L'entreprise brestoise en est à sa 2e phase de test. Un prototype à l'échelle 1/10 a été installé dans l'anse de Sainte-Anne-du-Pordic.
Une éolienne truffée de capteurs, haute technologie. Le nucléaire en France, c'était 65 € du mégawattheure. Aujourd'hui, l'éolien offshore fixe en Europe du Nord, il était aux alentours de 150 et il décroît et il y a des parcs qui ont été signés, pas encore construits, à 60. Quand on fait les calculs, on sait qu'on peut tenir ces coûts-là. La filière des énergies marines renouvelables doit faire face à une forte concurrence européenne. Mais les Bretons ont une carte à jouer avec leur avance en matière d'hydrolien et d'éolien offshore flottant. Ils se tournent dès à présent vers le marché international. Et c'est le moment de retrouver Ludovic Jean. On fait le point sur l'actualité sportive dans le duplex. Et Ludovic, on va tout de suite démarrer avec cette image, le départ de la 14e Transat AG2R. La mondiale ce dimanche de Concarneau dans le sud de la Bretagne. 19 duos sont engagés dans cette course qui va les mener de l'autre côté de l'Atlantique sur l'île de Saint-Barth. Sébastien Simon et Morgan Lagravière sur le Figaro Bretagne CMB étaient en tête au dernier pointage, devant Adrien Hardy et Thomas Ruyant et Gilles Damaé et Nicolas Troussel. Et pour en savoir plus sur le départ de cette transatlantique, rendez-vous dans votre magazine Ludovic, le Multisport, à 19h15 et 23h15 sur vos antennes et en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. Et puis Ludovic, vous avez aussi des bonnes nouvelles pour nous puisque le BBH s'est qualifié pour les demi-finales du championnat de France. En effet, malgré son match nul 28 partout face à Fleury, c'était samedi à Brest, le Brest-Bretagne Handball a validé son ticket pour le dernier carré des playoffs de LFH. Les Brestoises qui avaient fait l'essentiel en s'imposant de 6 buts à Fleury lors du match aller seront opposés à Besançon en demi-finale. Match aller à Besançon samedi, match au retour le 16 mai à la Brest Arena, car entre-temps, il y aura la finale de la Coupe de France face à Toulon le 5 mai à Paris. Un remake de la finale de la Coupe de France qui avait vu Brest l'emporter, c'était il y a 2 ans. Et bonne nouvelle toujours, décidément, avec le Landerneau Bretagne Basket qui s'est ouvert le chemin de la finale de Ligue 2 féminine. Et oui, les Finistériennes ont fait un pas vers la finale en s'imposant face à Charnay-Bourgogne ce week-end en match aller des playoffs. Victoire dans la douleur malgré tout pour les joueuses de Stéphane Lett qui l'emportent 71-62. Le match au retour aura lieu ce mercredi à Charnay. En cas de victoire, direction la finale. En cas de défaite, nous aurons le droit à un match décisif samedi prochain à la cimenterie. Et puis évidemment, on termine avec une autre bonne nouvelle, décidément, avec du billard français et le triomphe du club de Douarnenez, sacré champion d'Europe en Allemagne. Et c'est ce que l'on appelle un coup de maître, puisque c'est la première fois que le Douarnenez Valdis JD Billard participait à cette prestigieuse Coupe d'Europe, équivalent de la Ligue des Champions en billard français. L'équipe composée de Pierre Soumagne, Raymond Schwertz et Grégory Ledevantec s'est imposée 2-1 en finale face aux Allemands de Bourg-Rome, champions en titre. Un an après son titre de champion de France, Douarnenez réalise donc l'exploit de s'imposer sur la scène européenne. Eh bien, merci beaucoup Ludovic, en tout cas pour cette ribambelle de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment cette édition et tous nos reportages sur les sites internet de TBO et TB Sud. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal de la rédaction. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes.